Je suis Julie. Marie-André. Il nous fait plaisir de venir vous partager notre méthode de travail, qui est la créativité collaborative. Mais tout d'abord, on va juste l'ajuster. On a comme une petite différence. Hein? Ça ne sera pas facile. Voilà, c'est ça. D'abord, bienvenue à Montréal. Puis un petit mot sur Edifica. Bien, imaginez, sur le même toit, on a les architectes, les ingénieurs et les designers, pour un total de 248 employés. Et nos bureaux sont principalement à Montréal, New York, Port-au-Prince, merci, et Saint-Louis. Donc, Edifica est une firme transdisciplinaire ayant une approche intégrée et qui met le BIM au cœur de ses pratiques. Donc, notre intégration BIM est un processus en évolution et un processus qu'on a amorcé vers 2010 avec le projet du 222 et qu'on a poursuivi à travers plusieurs projets, dont le Planétarium en 2015 et en 2013, et le Wilder en 2015. Et le projet dont on va vous parler juste à l'instant montre une étape de plus de l'intégration BIM. Donc, comme on connaît traditionnellement, on prépare la conception, on travaille fort, puis on va directement à la réalisation. Avec le début du BIM, ce que ça nous a permis, on a commencé à travailler une maquette de production versus une maquette de conception, et les deux se sont mis à s'alterner constamment d'un échange à l'autre pour se bonifier tout le temps d'une à l'autre. Donc, à partir de ce processus itératif rapide, on s'assure d'extraire à tout moment du processus l'information qui est la plus à jour et qui est la mieux coordonnée entre la production et la conception. Et pour faire un peu un parallèle à ce processus-là de consolidation, disons, de l'information, bien, on consolide nos vues à travers la réalité virtuelle. Donc, dans le contexte du projet, la revitalisation du complexe des Jardins, le complexe des Jardins est un bâtiment des années 60 qui est maintenant classé dans le patrimoine moderne de Montréal et est régi par une réglementation de projet particulier. Il s'est inscrit dans un tout nouveau quartier qui était inauguré depuis 2003, le quartier des spectacles. Notre premier mandat, c'était d'intégrer le complexe des Jardins dans son quartier et aussi qu'il puisse s'exprimer de toutes ses valeurs et de sa fonctionnalité. Si on se rappelle, le complexe des Jardins a une place intérieure centrale d'où ils utilisent beaucoup pour les événements. C'est principalement une galerie commerciale aussi, avec des commerces sur rue, 3 tours à bureaux et un hôtel. Le tout est connecté au Montréal souterrain. Donc, on a commencé notre étude en 2014 par un plan directeur. Puis, on a élaboré le plan directeur en une faisabilité technique. En 2016, on a élaboré nos plans de devis. L'année dernière, 2 phases ont été en construction et cette année, c'est la 3e phase qui est présentement en construction. Notre plan directeur s'est décliné en 5 interventions stratégiques pour le complexe des Jardins. 3 ont été actives. La première a été divisée en 2 étapes de construction. Et la 2e et la 3e ont été jumelées pour une 3e phase de construction. Pendant que la première se divisait, se construisait, on développait le concept et tous les autres éléments du projet dans sa vision globale pour les arrimer. Et puis la dernière, on a dû diviser en 13 étapes d'exécution pour pouvoir y arriver. Avec tout ce phasage qui était simultané sur une échelle pendant une année, on s'est vraiment posé la question, mais comment communiquer une telle complexité de la façon la plus efficace? Donc, on a d'abord commencé avec des méthodes plus traditionnelles, dont le dessin à la main, les maquettes physiques en carton, les SketchUp et photomontage, qui sont finalement pas vraiment pour les étapes de conception un peu plus fondamentales et où on va un peu dans toutes les directions. Et juste un peu après avoir initié ça, bien, on a commencé une maquette de visualisation qui était basée sur une maquette paramétrée, mais dont on ne connaissait pas, on ne pouvait pas s'assurer de la précision. Donc, après avoir juste commencé ça, bien, on s'est aussi basé sur un nuage de points pour faire notre propre maquette paramétrée, précise, et elle avançait un peu plus lentement que notre visualisation. Donc, on avançait notre visualisation toujours devant et la maquette paramétrée suivait à mesure que nos décisions se prenaient.
En plus de ça, on a ajouté de l'exploration à travers le design génératif pour du graphisme et pour des motifs de surface, ainsi que l'impression 3D qu'on a testé pour voir nos motifs de surface. Une maquette 4D qui nous a permis de voir le phasage complexe des travaux. Et le tout était visualisé en grande partie en réalité virtuelle. Donc, comme je mentionnais plus tôt, ça nous permettait de combiner nos vues et d'éviter de multiplier les vues 3D, les rendus de toutes sortes. Donc, notre première intervention, on a utilisé la réalité virtuelle. C'était principalement pour vraiment repositionner le complexe des jardins sur la rue principale du quartier des spectacles, la rue Sainte-Catherine, où se trouvaient les commerces sur rue existants. Donc, notre idée a été la loge urbaine. La loge urbaine qui est couverte avec une verrière sérigraphiée et chacune est définie par un cadre de béton à haute performance avec une poutre signalétique qui permet d'uniformiser toute la signalisation des locataires et qui permet de récolter l'eau de pluie. On a intégré une gouttière qui vient distribuer l'eau dans chacun des piliers de l'arche. Puis, chacune sont construites avec un plancher amovible technique au même niveau que le niveau intérieur de chacun des commerces. Chaque loge se veut vraiment la loge au cœur du quartier des spectacles et la plus confortable, idéalement, de Montréal. Elle est chauffée, éclairée et munie d'un store automatisé. Donc, avec l'animation sur rue qu'on avait fait avec les visualisations 2D, il nous restait un angle mort. C'est quoi le ressenti finalement sur cette terrasse? C'est si important de se sentir bien, de se sentir aux premières loges. Comment on s'en assure? Donc, la stratégie à ce point-ci, c'était de faire des vues fixes en réalité virtuelle, donc des photosphères stéréoscopiques. Et donc, ça nous permettait en un seul coup d'œil de voir l'ensemble des éléments. Et bien qu'on avait déjà pris le parti de créer une arche, d'avoir une verrière, on ne savait pas nécessairement les dimensions et la matérialité de tout ça. Donc, on pouvait rapidement faire plusieurs options, les visualiser vraiment en un coup d'œil. On voit comment tout ça interagit et quelle est finalement l'ambiance. Parce que ce qui manque dans les médiums conventionnels, c'est de se sentir sur place finalement. On parle souvent de présence en réalité virtuelle. Donc, ce que ça veut dire pour nous, c'est plutôt que de regarder une image et se dire est-ce que j'aime ce que je vois ou est-ce que c'est ce que je veux voir, bien, on se dit est-ce que je suis bien ici, est-ce que je me sens bien. Donc, c'est ce qu'on n'arrive pas à obtenir avec aucun autre médium. On n'est plus devant quelque chose, on est à l'intérieur et voilà. Pour notre deuxième intervention, c'était maintenant à l'interface avec la rue Jeanne-Mance, où se trouve la façade de l'hôtel. L'hôtel et le complexe des jardins, ils sont deux copropriétaires. Notre premier défi, c'était de redéfinir l'entrée Jeanne-Mance, puisque maintenant, elle fait face à la grande place des festivals. Et puis, pour l'hôtel, c'est vraiment de le convaincre de s'unifier, les deux propriétaires ensemble, de faire ensemble un projet vraiment commun et qu'ensemble, ils pouvaient vraiment faire un impact pour le coin de la rue et sur Jeanne-Mance. Alors, vous voyez le projet sur un autre angle. La vidéo est un petit peu plus longue. Chez nous, ça ne fonctionnait pas, donc la technologie, pour ça, ça a marché ici. Donc, on voit déjà une ébauche. Ce n'est pas le projet final que vous allez voir à la fin. Par contre, c'est une des altérations qui avait servi à défendre notre point. Donc, ce qu'on a fait vraiment pour convaincre l'hôtel, la première chose, ça a été vraiment la réalité virtuelle, lui montrer l'impact d'un projet sans sa présence, carrément avec une ligne entre deux propriétaires, puis ce que c'était de faire un projet vraiment uni. Et donc, les deux, ils ont pu voir vraiment la différence entre les deux avec la lunette, et surtout que le propriétaire est européen. On a pu transférer les informations pour qu'ils puissent vraiment le mettre en contexte dans le quartier, puis de voir vraiment comme l'impact que ceci pouvait faire. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a réussi à avoir l'approbation de l'hôtel. Donc, encore une fois, on a utilisé la même stratégie en termes de réalité virtuelle, c'est-à-dire que c'est des photosphères stéréo. On a pris des points stratégiques qu'on voulait valider pour un usager. Donc, l'idée, c'est de se mettre à la place de l'usager. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on ressent à ces différents points de vue et qu'est-ce
qu'est-ce que notre client peut voir aussi. Que ça convienne à tous les parties, que tout le monde soit aligné sur leur vision. À ce point-ci, la maquette paramétrée avait rattrapé un peu la maquette de visualisation. Donc là, il y a une coordination qui nous a permis de nous assurer que ce qu'on montrait était vraiment les mesures justes. Donc, on avait notre validation qui rattrapait à peu près à ce moment-ci du processus. Et donc, on pouvait, disons, être vraiment assuré d'abord qu'on a la bonne ambiance et qu'on voit quelque chose qui est fidèle à la réalité. Donc, pour la dernière intervention, maintenant qu'on avait vraiment lié les deux rues principales, Sainte-Catherine et Jeanne-Mance, avec le quartier, on se devait vraiment de venir relier la place intérieure du complexe des jardins à la place des festivals. Encore là, on avait besoin de convaincre l'hôtel qu'on devait défaire les limites entre les deux copropriétés pour venir créer complètement un nouvel axe dans le complexe des jardins, un accès qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc ici, on vous montre une comparaison avec une photosphère de l'existant et une maquette interactive de notre intervention. Donc, ça nous permettait de situer, quand on arrive à l'intérieur de l'entrée Jeanne-Mance, notre vue habituelle et ce qu'on montre, ce qui est un peu difficile à comprendre pour les gens, même si on montrait le corridor, il nous manquait le repère de réalité. Donc, c'est un peu la manière, et je trouve que c'est une bonne comparaison entre ce qu'on appelle les 3 degrés de liberté, donc simplement la rotation de la tête et les déplacements à l'intérieur d'un espace virtuel. Donc, si on pense à l'animation que vous avez vue plus tôt sur la rue Sainte-Catherine, vous avez vu, visuellement, c'était un peu plus simple. C'est qu'il faut faire 30 images par seconde, il faut faire des rendus séparés pour chaque image. Chaque fois qu'il y a un changement, il faut se réadapter. Donc ici, c'est une maquette en temps réel. Donc, on place une caméra, on la laisse se déplacer, on filme en temps réel. Donc, du moment qu'on a fait notre temps réel, on peut extraire les vidéos qu'on veut, on peut extraire les images qu'on veut pour faire toutes sortes d'itérations, mais on peut aussi faire beaucoup de changements par rapport aux textures, à l'éclairage. Et les gens, je voyais tout de suite les gens qui passaient derrière mon écran, pouvaient commenter de façon beaucoup plus valide, plutôt que me dire « Ah, c'est quoi ici » ou « Qu'est-ce qui se passe » avec les rendus à l'écran de modeleurs de logiciels de modélisation. Là, ils avaient une idée beaucoup plus précise de ce qu'on était en train de faire et de où on était rendu en termes de visualisation. Donc, oui. Donc ici, c'est parce qu'on a rendu le modèle directement entre les mains des clients. Donc, je devais tester les collisions pour éviter qu'ils passent à travers un mur ou un plancher, comme quand on playteste pour un jeu vidéo. Et on voulait montrer et mettre l'accent sur la démolition de la poutre qui était cruciale dans le projet en faisant quelque chose d'un peu ludique et en disant on la démolit complètement, on l'explose. Puis c'est une façon c'est ça, rendre ça un peu plus comique. Et donc, étant donné qu'on laissait, comme j'ai dit plus tôt, l'expérience interactive entre les mains du client, bien, il ne faut pas sous-estimer l'accompagnement que ça représente. Donc, comme tout client n'est pas nécessairement habitué à se déplacer à la première personne ou aux jeux vidéo typiques, on a créé des instructions. Bien, j'ai créé des instructions que j'ai intégrées directement dans l'application, qu'on leur a livrée par clé USB avec un petit document imprimé en papier. Et ils pouvaient donc visiter à leur rythme. Donc, on a tout fait pour s'assurer qu'ils allaient bien comprendre. Donc, l'application commence avec une visite guidée, comme on a vu plus tôt, la vidéo, et après, les contrôles leur reviennent entre les mains. Donc, ils peuvent explorer littéralement en marchant à travers le corridor et en arpentant d'un côté et de l'autre, dans un sens et dans l'autre, mais aussi en utilisant des points qu'on a ciblés à l'avance. Donc, on essaie de supporter tous les niveaux d'expertise dans une expérience interactive. Merci. Et ici, c'est le schéma de logique derrière l'application que je leur avais fournie. C'est en Blueprint dans Unreal. Donc, si vous êtes familier avec des Dynamo ou Grasshopper, c'est un peu le même système de programmation visuelle. Et c'est somme toute quand même assez simple quand c'est bien organisé, en tout cas. Et donc là, vous avez toute la logique ici
à quel moment déclencher la vidéo, comment l'arrêter, quelle touche appuyer pour faire quelle action et comment se déplacer d'un point à l'autre. Voilà. Donc, toute la démarche, ça nous a permis de rester sur quelques pistes de réflexion qu'on voudrait partager avec vous. Donc, selon toi, Julie, est-ce que c'est seulement utile pour la présentation client? Non, effectivement, la réalité virtuelle nous a vraiment permis de développer, comme vous avez vu, les multitudes d'options. Ça nous a permis de pouvoir montrer l'évolution au client assez rapidement, d'avoir l'adhésion du client à chacune des étapes, de rassembler tous les morceaux. On a amené les lunettes aussi à la ville pour s'assurer qu'on comprenne tout le changement, pour pouvoir amener au changement de projet particulier. Amener aussi le numérique dans le projet. Ils ont pu voir vraiment l'intégration, à quel niveau, à quelle densité, voir la luminosité de chacune des éclairages qu'on venait leur présenter. Ça nous a permis aussi même de convaincre notre président, s'assurer que le geste qu'on pose pour le complexe jardin, tout le monde est confortable avec. De ce côté-ci, moi, je pourrais te demander, c'est quoi l'impact, comment tu le mesures sur notre travail, nos processus? Bien, j'aime bien situer la réalité virtuelle sur un spectre d'abstraction à concret. Donc, si on prend nos méthodes traditionnelles ou si on prend typiquement les plans coupe-élévation, on serait à une extrémité du côté abstrait. Alors que quand on parle de réalité virtuelle, on est dans l'expérience concrète. Donc, chacune des approches a ses avantages, mais les deux combinés nous permettent vraiment d'avoir une vue très synthétique de l'ensemble des interventions et d'avoir à la fois l'expérience concrète, comment on se sent sur place. Donc, pour moi, c'est cette complémentarité-là qui nous permet de changer un peu notre vision des choses. Et selon moi, le fait qu'on n'ait pas à regarder les choses à travers un rectangle ou qu'on ne voit pas une image à travers un rectangle va peut-être nous permettre de concevoir différemment et de penser différemment les projets. Puis, quelles sont les limites de l'outil numérique et de l'équipement? Bien, si on parle spécifiquement de la réalité virtuelle, selon moi, évidemment, la limite, c'est probablement la maturité qui n'est pas tout à fait là. Même le client moyen ou le collaborateur moyen chez Edifica va parfois s'imaginer que des choses sont faciles quand elles sont extrêmement difficiles. Mais cette difficulté-là peut changer d'un jour à l'autre, c'est-à-dire il faut réviser à chaque fois qu'on commence un projet ou qu'on vient pour livrer quelque chose. Non seulement si l'application et les outils sont à jour, si toutes les updates sont faites, ou si les applications ont changé. Donc, ça bouge extrêmement vite. Donc, il y a une adaptation à faire et une réévaluation constante de nos méthodes et se dire constamment, mais est-ce qu'on est vraiment en train d'utiliser la meilleure méthode ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait mieux? Donc, ça, c'est vraiment à une vitesse vraiment accélérée. Et il y a aussi l'aspect qui est peut-être seulement le temps pourra nous dire si la vision de réalité virtuelle comme étant un gadget ou comme étant juste une nouveauté, quelque chose qui est le fun, mais qu'est-ce que ça apporte? Il y a des gens qui ont tendance à douter. Donc, probablement par le fait même de douter, même lorsqu'ils sont face à une simulation qui est très fidèle à la réalité, à se demander, toujours avoir le doute, mais est-ce que ça va ressembler à ça quand ça sera construit? Est-ce qu'on est en train d'essayer juste de me séduire avec une belle image, encore une fois, ou est-ce qu'on est en train vraiment de me montrer quelque chose de fiable? Alors, peut-être seulement le temps et la culture, peut-être, ou l'habitude nous le dira. Donc, selon toi, Julie, est-ce que tu penses que la réalité virtuelle peut contribuer à faciliter la mise en œuvre des projets? Oui, on l'a vu à différents niveaux. En fait, en ayant les travaux échelonnés en différentes phases sur différentes années, ça nous a permis aussi toujours, au fur et à mesure, de réassurer et de remontrer la lunette au client, parce qu'il y a eu des changements de garde au fil du temps, puis de comment communiquer le projet rapidement dans son ensemble aux nouveaux dirigeants. Ça a été un outil vraiment formidable. Ce qu'on voudrait ajouter, vraiment améliorer dans le prochain processus ou en cours, c'est vraiment pour les entrepreneurs, d'arriver un peu plus avec la lunette. On l'a beaucoup utilisé pour le client, les approbations, tout le processus. Puis on aimerait pouvoir l'utiliser encore plus en chantier parce que 75 pages de plans à analyser, c'est long. Puis il y aurait pu avoir vraiment toute la finale
puis de l'imaginer, le projet fini, les enjeux dans le quartier des spectacles, où est-ce qu'il y a seulement 5 mois de construction, les impacts sur tout le monde. C'est vraiment un outil qu'on voit énormément de potentiel tout le long, jusqu'à la fin. Toi, est-ce que tu penses que cette expérience-là, c'est une expérience immersive ou vraiment un outil d'approbation? Selon moi, la réalité virtuelle est un médium qui est immersif par nature. Et cette dimension-là va se mettre en place, qu'on la prenne en charge ou non. Alors, ça peut être utilisé à notre avantage. Et si on le fait, bien, on s'assure, c'est-à-dire si on fait une immersion dans quelque chose qui est extrêmement fidèle à la réalité et très juste, et on a fait nos devoirs de bien synchroniser avec, bien avoir une synchronisation avec notre maquette de production et conception, bien, ça devient un outil d'approbation extrêmement puissant, en fin de compte. Bien, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, merci.